Vous pouvez, dans le cas d'une solution binaire, là, les deux composés peuvent être solides. Vous êtes dans une solution binaire. Un mélange binaire, autant pour moi. Dans un mélange homogène binaire. Un mélange homogène binaire, les deux corps peuvent ne pas avoir la même texture. Dans un mélange homogène binaire. Je me répète, mélange homogène binaire, vous pouvez mélanger deux poudres qui ont la même texture, mélanger deux solutions qui ont la même texture. Vous pouvez également, dans un mélange homogène binaire, mélanger un solide à un liquide. Donc la suspension, donc là on l'a vu, donc la remarque elle est de taille. En biophysique, le solvant est quasiment toujours de l'eau. C'est pour ça que quand nous allons parler après des compartiments, les notions de diffusion, et ainsi de suite, il faut tout le temps se rappeler qu'en biophysique, le solvant est quasiment toujours de l'eau. Nous n'allons pas utiliser les autres types de solvants. Il y a également à côté des suspensions, ce qu'on appelle les états colloïdales. C'est des états intermédiaires, un état intermédiaire défini par des propriétés physico-chimiques particulières, communes aux suspensions de très fines particules et aux solutions de très grosses macromolécules. Regardez ici, dans cette définition, c'est ce qui est très important. C'est-à-dire que parfois, je vous donne un exemple. Vous êtes devant une solution. Elle n'est plus une suspension, c'est pas une suspension, c'est ni une suspension, c'est ni une solution, comment dire, une solution homogène. Bon, donc, vous avez dépassé l'étape de suspension, parce que cette solution-là, elle est constituée de fines et de macromolécules. Donc, il y a de fines, de micromolécules et de macromolécules. La seule constante physique qui nous permet en effet de savoir est-ce qu'on a affaire à une solution colloïdale, c'est de faire ce qu'on appelle la diffusion de la lumière. Donc, avec la densité optique, on envoie des faisceaux. En fonction de les résultats du faisceau, on se dit qu'on est en un état intermédiaire. Un état intermédiaire, dont parce que si vous avez une solution, une suspension, quand vous faites le passage de la lumière, vous avez une DO qui est spécifique des solutions, des suspensions. Vous faites pour les macromolécules, des solutions de macromolécules, vous avez ce qu'on appelle une DO spécifique des solutions macromoléculaires. Mais dans le cas, par exemple, des solutions colloïdales, vous avez également une DO qui est spécifique des solutions colloïdales. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est un état intermédiaire qui est défini par des propriétés physico-chimiques, notamment le calcul de la diffusion de la lumière. Est-ce que cette solution laisse passer la lumière? Oui. À quelle intensité? On note. Est-ce qu'elle laisse passer la lumière? À quelle intensité? Et à la fin, vous avez les DO, c'est-à-dire les DO, quand je vous dis DO, c'est les densités optiques qui sont enregistrées après passage de la lumière à travers la solution. Et à partir de là, vous pouvez définir votre solution. C'est un état intermédiaire défini par des propriétés physico-chimiques particulières, communes aux suspensions de très fines particules et aux solutions de très grosses macromolécules. État colloïdal, l'état colloïdal comprend les suspensions colloïdales. Vous pouvez avoir une suspension colloïdale, ça veut dire que vous avez une suspension où vous avez de fines molécules et vous avez de grosses molécules. Ça vous définit une solution colloïdale. Suspension colloïdale. Solution colloïdale également, c'est le cas que nous avons quand nous faisons l'extraction de l'ADN. Donc, quand on fait l'extraction de l'ADN purifié de cellules, on peut avoir, en cours de l'extraction, une quantité d'ADN suffisante qui crée carrément des mailles macromoléculaires. Et dans ce cas-là, on parle là de solution colloïdale. Des ADN de faible taille. À côté, vous avez des ADN de grosse taille. Donc, vous avez une solution colloïdale constituée de molécules de petite taille et de molécules de grosse taille.
C'est quoi maintenant la solution? La solution idéale représente un état où l'énergie de liaison, donc vous avez déjà vu l'énergie de liaison des macromolécules, est la même entre toutes les molécules. L'énergie de liaison solvant-solvant est identique à toutes les molécules qui sont dans la de la solution. Soluté également que ça soit blanc. Ça, vous allez le comprendre quand, c'est pour ça quand vous allez voir la formulation de médicaments, les gens ils vont mettre à côté des deux composés, ils peuvent mettre des excipients. Tous ces excipients vont participer à la stabilité de la solution. Vous allez voir, par exemple, excipient, on va vous dire sérum albumine, excipient, macromolécules, excipient, saccharose, c'est des macromolécules pour assurer la stabilité de une solution. Si vous prenez la poudre, par exemple, d'amoxicilline, quand vous allez à la pharmacie, on vous donne un flacon de poudre d'amoxicilline acide clavinique. Mais quand vous regardez la composition, par exemple, de cette poudre, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'excipients qui sont à côté. À quoi ça sert? Ces excipients, ils servent, n'est-ce pas, à assurer la cohésion des molécules, l'énergie de liaison soit pratiquement la même dans les différents compartiments, et ce qui assure en ce qu'on appelle une solution idéale qui peut rester pendant quelques jours avant de se rompre. Si vous avez laissé par exemple le sirop, vous avez certainement constaté cela, le sirop d'amoxicilline, on vous dira que dans 7 jours après, il faut lancer, même si vous ne lancez pas, quand vous revenez, vous voyez qu'il y a une sédimentation, les particules, l'eau est en haut et les particules se sont sédimentées parce qu'il y a une rupture de liaison, en effet, l'énergie de liaison entre les molécules. Donc l'énergie de liaison, souvenez-vous également, les atomes et les électrons sont liés à leur atome par leur énergie de liaison. Donc quand il y a une rupture automatiquement, il y a une partie qui part à gauche et une autre partie qui part à droite. C'est ce qui arrive dans les cas des solutions. Et vous avez d'autres solutions, par exemple l'exemple des solutions de Pickering. On stabilise ces solutions-là en mettant de petites particules à côté, ce qui assure la stabilité des différentes molécules qui sont à l'intérieur du système. Si vous ne faites pas ça, juste quand vous préparez, un exemple très simple, l'eau et l'huile, on a tout le temps dit que l'eau et l'huile sont immiscibles, non miscibles, n'est-ce pas? Et nous, on arrive à les rendre miscibles, à avoir des solutions homogènes de l'eau et de l'huile. Il suffit juste de rajouter dans ces systèmes-là, il faut rajouter juste quelques particules. Et ces particules vont ce qu'on appelle entraîner l'augmentation de l'énergie de liaison intermoléculaire. Et les molécules peuvent être ensemble. Les molécules d'huile et les molécules d'eau peuvent être dans un seul système et être stables pendant des jours. Voilà. C'est une solution idéale, représente un état où l'énergie de liaison est la même entre toutes les molécules. Donc, si vous arrivez à créer cet état, vous avez une solution qui est idéale, une solution qui va être très stable pendant des jours avant de se rompre. Remarque, on vous dit que la dilution, c'est le fait d'ajouter, par exemple, le solvant. Vous avez une solution soluté solvant. Le solvant, par exemple, vous avez 1 ml de soluté, n'est-ce pas, de solvant, plus 1 gramme de soluté, 1 gramme de sel, plus 1 litre d'eau. Vous avez créé une solution idéale. On vous dit que la dilution favorise. La dilution, c'est le fait de rajouter de l'eau. Quand vous rajoutez de l'eau, vous êtes en train de diluer votre solution. Le fait de rajouter le solvant. Pourquoi je dis l'eau? Parce qu'on vous a dit en biophysique, le solvant est quasiment de l'eau. On dit toujours. Maintenant, dans d'autres, vous pouvez utiliser d'autres solvants. Hein? Il y a plein de solvants. Donc, si vous utilisez, par exemple, solution soluté solvant, vous avez une solution. Vous rajoutez du solvant, vous êtes en train de diluer. On vous dit que cette dilution favorise cet état idéal, de solution idéale, car favorise le nombre de liaisons solvant-solvant, au dépend des autres liaisons. Donc, les liaisons solvant-solvant, c'est des liaisons de type, n'est-ce pas, on l'a déjà vu, de type liaison hydrogène, qui sont très, très, très supérieures aux liaisons de Van der Waals. Donc, c'est des solutions qui vont être très stables grâce à ces liaisons hydrogènes. OK. C'est quoi les concentrations? Donc là, nous avons défini c'est quoi une solution, c'est quoi un solvant, c'est quoi une soluté, et c'est quoi une solution colloïdale, c'est quoi une solution idéale. Maintenant, nous allons voir en pratique. En pratique, comment vous allez procéder pour préparer une solution. C'est ce qu'il faut retenir. En pratique, comment on prépare une solution. Ou bien, quand on vous donne un flacon de solution, les informations que contient ce flacon.
La concentration est-elle exprimée en concentration matrique, en concentration pondérale, en titre de solution, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous également, en tant que futur praticien, vous aurez à calculer des concentrations. Quand vous êtes devant un malade qui présente une déshydratation, vous avez des ions de sodium ici, des ions de potassium là, des ions de chlore, vous êtes obligé de calculer ce qu'on appelle le trou ionique, ou même parfois de pouvoir interpréter, en effet, ces concentrations en fonction du volume plasmatique que vous avez. Donc, c'est pour cela, c'est très important cette partie. C'est quoi le titre dans le cas d'une solution binaire? Je mélange, par exemple, une solution de glucose, mon soluté, c'est le glucose, une poudre de glucose que je mélange avec de l'eau. 1 litre de glucose, 1 litre d'eau, plus 100 grammes de glucose. J'ai une solution binaire. Et on me demande de déterminer le titre de cette solution binaire. Là, c'est très simple, c'est la masse du soluté sur la masse du soluté plus la masse du solvant. Maintenant, il faudra vraiment convertir. Si vous avez des grammes et des litres à côté, vous allez convertir. Si vous avez des grammes, vous n'avez pas de problème de conversion. Là, si on vous donne un exercice pareil, homogénéiser dans un premier temps les unités. Si j'ai des litres, je convertis les litres en grammes. Si mon numérateur, c'est en grammes, je convertis le dénominateur en grammes. Et puis là, je résout mon problème en appliquant juste le pourcentage. Maintenant, sur cette formule, ce qu'il faut savoir que, comment dirais-je, la concentration, le titre, il s'exprime en pourcentage. Le titre d'une solution s'exprime en pourcentage. Le titre, vous pouvez après rajouter titre, entre parenthèses, pourcentage. C'est masse sur la masse du soluté plus masse du solvant, à la fin multiplié par 100. Donc, vous allez voir un titre de 100%, titre 50%, titre 40%. Si on vous dit ça, vous pouvez, à partir de la formule, si le titre est à 40%, donc, que représente le numérateur, que représente le dénominateur? Concentration pondérale. C'est la masse du soluté. J'ai une solution de glucose. Pour avoir la solution de glucose, j'ai pris 100 grammes de glucose que j'ai dessous dans 1 litre de solution. La solution est en l'eau, par exemple. On me demande de calculer la concentration pondérale. Dans ce cas, la concentration pondérale, c'est la masse du soluté, qui est dans notre cas le glucose, sur le volume de la solution. Et cette concentration pondérale, on vous dit en quelque sorte, dépend de la température. La température, vous verrez que quand on va faire le cours sur l'ébullition, ça favorise en effet la dissociation des molécules dans le solvant approprié. Concentration molaire ou molarité. La molarité, il faut bien définir, il faut bien retenir les définitions. Parce qu'après, c'est un problème. Parce que les étudiants, après, ils ont un problème entre molarité et molarité. Donc là, c'est la concentration molaire. Donc, si on regarde la formule, la molarité ou molaire, concentration molaire, désigne le nombre de moles de soluté. Le nombre de moles de soluté, regardez bien, le nombre de moles de soluté, en effet, sur le volume de la solution. Le nombre de moles de soluté sur le volume de la solution. Et si on fait un peu de gymnastique, on peut retrouver que la concentration molaire n'est d'autre que la concentration molaire sur la masse moléculaire de la molécule. Vous avez, on vous dit 10 grammes, 10 moles de sucre dans un volume V, 2 litres de solution. Vous devenez 10 moles sur volume V. Et maintenant, si vous n'avez pas le nombre de moles, en connaissant la masse moléculaire du saccharose, par exemple, masse molaire sur masse molaire multipliée par 1 sur le volume, ça revient à dire c'est la concentration pondérale sur la masse molaire. Et automatiquement, vous déterminez en effet ce qu'on appelle la molarité. Si vous avez une solution aqueuse et très diluée, quand on a une solution aqueuse et très diluée, donc en quelque sorte, la molarité,
c'est le nombre de moles sur la masse du solvant. Nombre de moles sur la masse du solvant. Si le solvant, c'est de l'eau, vous pouvez avoir la molalité égale la molarité. Molalité égale la molarité. Si dans le cas, si la masse du solvant, c'est de liquide, solution aqueuse est diluée, molalité égale la molarité. Il faut bien dire ça, la molalité. Vous avez vu? Molal, concentration molale. Parfois, on l'appelle concentration molale ou la molalité. Concentration molale ou molalité. Il s'agit désigne le nombre de moles de soluté, nombre de moles, N, nombre de moles de soluté sur, en effet, la masse du solvant. La masse du solvant. Donc, elle s'exprime en moles par kilogramme de solvant. Moles par kilogramme de ce solvant. C'est quoi la fraction molaire? Vous avez la fraction molaire. La fraction molaire désigne le nombre de moles de dissoluté, nombre de moles dissoluté, nombre de moles dissoluté, ou bien nombre de moles de soluté sur, là, désigne le nombre N plus N1, ça désigne le nombre total de moles dans la solution. C'est-à-dire N de solvant plus N de soluté. N solvant plus N de soluté, ce qui correspond également au nombre total de moles dans la solution. La fraction molaire, c'est le nombre de moles de soluté, ou bien dissoluté que vous allez calculer, c'est ça, autant pour moi, c'est le nombre de moles dissoluté. C'est le nombre de moles de soluté. Parce qu'on va vous demander de calculer la fraction molaire du glucose, la fraction molaire du saccharose, la fraction molaire de l'urée. Vous avez une solution qui peut être complexe. Une solution où vous avez N molécules qui sont dissoutes. N'est-ce pas? Glucose, saccharose, par exemple, vous faites un jus de fruits, vous avez du fructose, du saccharose, du galactose, du mannose, par exemple. Et à la fin, on vous donne de calculer la fraction molaire du saccharose. Donc, dans ce cas-là, la fraction molaire du saccharose sera égale au nombre de moles dissolutés de saccharose sur le nombre de moles total de la solution, qui est N solvant, le nombre de moles dissolvant, plus le nombre de moles dissolutés désignés. Et vous n'allez pas faire intervenir les autres fractions molaires, parce que dans ce cas, vous allez fausser la donne. Normalement, la fraction molaire dissolutée plus la fraction molaire dissolvant est égale à 1. Si vous avez une solution binaire, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Si vous avez juste une solution binaire composée de 1 solvant plus 1 soluté, là, vous avez 1 facilement. Mais s'il y a N solvant, N soluté et un seul solvant, donc l'ensemble des fractions molaires doivent concourir à avoir la valeur de 1. Allez, on continue. Maintenant, le Faraday. On vous dit que si une molécule de gramme, si une molécule gramme donne une molécule gramme, 1 gramme de molécule, donne après dissociation un anion et un cation. On prend l'exemple du NaCl. Vous faites un NaCl dans une solution d'eau. Le NaCl se dissocie en Na plus et en Cl moins. Donc, la constante de Faraday, c'est égal à E fois le nombre d'Avogadro ampères. C'est 1,6 10 puissance 16 coulombs multiplié par le nombre d'Avogadro ampères, ce qui donne une idée de 96 500 coulombs à l'anode et à la cathode. Donc, vous aurez une énergie en coulomb Faraday, un équivalent qui sera égal à 96 500 coulombs, c'est-à-dire 1 Faraday. Donc, un équivalent gramme, un équivalent, c'est-à-dire un équigramme d'une molécule, n'est-ce pas? Si une molécule, on ne vous a pas vu sur un atome, ni un ion. Si une molécule, donc la molécule par exemple de glucose, la molécule de saccharose, la molécule de NaCl, la molécule de KCl, la molécule par exemple de MgCl2, ça c'est des molécules. Elles vont se dissocier pour donner de l'anion et de l'anion. Maintenant, dans le cas du Faraday, on parle d'ion. Parce que la molécule, par exemple, j'ai cité le saccharose, le galactose, c'est des macromolécules qui ne se dissocient pas. Ils se dissocient, mais faiblement. C'est pour ça qu'on n'a pas d'ion dans ces cas. Donc, la molécule, les molécules qui se dissocient, on a bien dit, donnent après dissociation totale, un anion et un cation. Donc, si vous avez MgCl2 qui va se dissocier pour donner du Mg
2 plus 2 Cl moins. Donc, vous aurez en nombre d'équivalents grammes, un équivalent gramme sera égal à 96 500 coulombs, c'est-à-dire une unité de Faraday. Donc, 1 ion gramme de sodium va donner un équivalent gramme. 1 ion de calcium va donner 2 équivalents parce que c'est 2 ions de calcium. Chaque ion donnera un équivalent de gramme. 1 ion de gramme de l'aluminium 3 plus va donner 3 équivalents. Donc, si vous avez une solution électrolytique étant électriquement neutre, contient autant d'équivalents que de cations. Solution électrolytique, c'est-à-dire une solution de NaCl. Cette solution de NaCl est une solution électrolytique. Elle est électriquement neutre parce qu'elle va donner autant d'équivalents grammes d'anions et de cations. Elle se dissocie pour donner Na plus Cl moins. Un équivalent gramme, 1 Na sodium. Là, si vous avez le Cl moins, 1 ion de gramme de Cl moins va donner un équivalent. Donc, 1 plus 1, ça va, 1 moins 1, ça va donner électriquement neutre. Pareil pour une autre solution électrolytique forte. Donc, quand vous avez des solutions électrolytiques, donc, la solution étant électriquement neutre contient autant d'équivalents grammes d'anions que de cations. Donc, par définition, on appelle concentration équivalente C ou concentration CE-Q. Vous verrez souvent dans les livres concentration équivalente, on met grand C, ou bien ils vont mettre C petit EQ. C'est la concentration équivalente. Le nombre d'équivalents grammes d'ions de chaque signe par litre de solution. C'est ça la concentration équivalente. Donc, nous avons dans notre situation beaucoup de types de molécules. Des molécules avec ions monovalents. Concentration équivalente égale concentration molaire. Quand vous avez une molécule avec des ions bivalents, la concentration équivalente égale la concentration molaire, que nous avons déjà vu comment la calculer, multipliée par 2. Les molécules non ionisées, par exemple le cas du glucose, la concentration équivalente égale à 0. Je me répète, nous avons plusieurs types de molécules. Nous avons des molécules monovalentes, des molécules bivalentes, mais également trivalentes, n'est-ce pas? Il peut y avoir, après dissociation, une molécule qui donne des ions grammes. Concentration équivalente dans le cas d'un ion monovalent, NaCl, ion monovalent, concentration équivalente et la concentration molaire. Molécule avec ion bivalent, vous avez l'exemple de MgCl2. Mg2 plus 2Cl-. Et concentration équivalente égale concentration molaire calculée multipliée par le nombre d'équivalents grammes. 2. Pour les molécules non ionisées, la concentration équivalente égale à 0 parce que vous n'avez pas d'ion gramme dans la solution. Notion d'équivalent. Les solutions ioniques ou électroniques sont conductrices d'électricité. On le sait, les cations sont chargés positivement et les anions sont chargés négativement. Un ion gramme de Na+, on a déjà vu, c'est un équivalent gramme. Un ion gramme de calcium de 2 concentrations équivalentes. Un ion gramme d'aluminium, Alt3+, va donner 3 équivalents grammes. Exemple. On vous a donné soit une poudre de Na2SO4 de masse molaire moléculaire égale 142 grammes mol qui est dissous dans 500 ml d'eau. On vous dit le Na2SO4 étant un ion fort va se dissocier en donnant 2 Na plus du SO4 2 moins. Si vous calculez le nombre de moles du Na2SO4 dans la solution, c'est 14,2 sur la masse dissoute sur le nombre de masse sur masse molaire, ça vous donne le nombre de moles, 0,1 mol. Maintenant, on vous demande de calculer la molarité de la solution. La molarité, comme on l'a vu, c'est la masse sur la masse du sol. 0,5, vous avez 0,2 mol par litre. Et quelle est la concentration en ion équivalent du sodium? Les 2 ions qui ont été, vous avez vu, 2 Na+, 2 par 0,2, ce qui fait 0,4 mol par litre. La valence Z plus 1. C'est sur 4 de moins. Vous avez une molécule qui a été dissoute, une molécule qui a été libérée suite à la réaction, c'est 0,1 par rapport à la molécule, vous avez 0,2 mol par litre.
Donc, la concentration équivalente en qui on a vu, pour une molécule, c'est un qui porte un ion. La concentration monovalente, vous êtes dans la solution monovalente. La concentration équivalente égale la concentration molaire. Dans le cas d'une solution en effet bivalente, vous avez vu, la concentration équivalente égale la concentration molaire fois 2. Donc, la concentration équivalente de toute la solution, c'est l'ensemble des concentrations équivalentes. C'est 2 fois les concentrations des différents ions. Là, on fera ça en TD. À partir de cet exemple, vous entraînez. Masse d'un équivalent. Masse de l'ion gramme par valence sur sa valence. Donc, le poids atomique, par exemple, du calcium, c'est 40. La valence égale à 2. La masse d'un équivalent, c'est 40 sur 2. Nombre de milli-équivalents. Donc, nombre de milli-équivalents par litre. La concentration du solvant par milligramme par litre multiplié par la valence de l'ion sur la masse ionique en grammes. Donc, 1 milli-équivalent égale à 10 puissance moins 3 équivalent. C'est comme 1 millilitre égale à 10 puissance moins 3 litres. Sérum sanguin. Donc, ce que je vous disais, c'est surtout en pratique médicale. Vous aurez tout le temps des unités comme ça. Donc, en fonction de ce laboratoire, un laboratoire peut vous rendre, souvent ce qui est rendu, c'est comme ça. C'est les normes après conversion. Les gens peuvent vous rendre ça comme ça. 142 milli-équivalents par litre, 5 milli-équivalents par litre, calcium 5 milli-équivalents, chlore 103 milli-équivalents par litre, le l'ion carbonate 27 milli-équivalents par litre. Vous pouvez avoir également cette conversion comme ça. Mais maintenant, le plus souvent, dans les résultats de biologie, ce qui est rendu, c'est en milli-équivalent par litre. Donc, pour faire seulement à tête reposée, vous avez vos concentrations en grammes par litre et vous pouvez automatiquement prendre cette conversion-là pour les convertir en milli-équivalent par litre. Concentration équivalente d'une solution. Les concentrations équivalentes sont additives. Nous avons déjà vu ça dans cet exemple-là. Concentration équivalente d'une solution, elles sont additives. Pour avoir 0,8, il faut calculer la concentration équivalente par ion pour avoir la concentration équivalente de la solution totale. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que les concentrations équivalentes sont additives. On additionne les différentes concentrations équivalentes par ion pour avoir la concentration équivalente de la solution. La concentration totale en équivalence est égale à la concentration équivalente des ions plus la concentration équivalente des cations. Si vous avez une solution où vous avez plusieurs molécules qui ont été dissolutes, par exemple, vous avez une solution où on a mis du NaCl plus, par exemple, du KCl, vous allez calculer la concentration équivalente des Na+, la concentration équivalente des Cl-, la concentration équivalente des K+, et vous allez faire la somme concentration équivalente de la solution sera égale à la somme des concentrations équivalentes des cations plus la somme des concentrations équivalentes des anions. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on vous dit c'est additif. Donc, concentration anionique égale à concentration cationique, ce qui fait que la concentration équivalente, c'est égal à la masse, c'est le nombre de moles des ions cationiques égale à également la concentration, le nombre de moles des ions anioniques. Donc, la force ionique. Oui. Valence égale équivalence ou bien? La balance de la molécule. Oui. Je n'ai pas bien compris votre question. Sur les diapos précédentes, oui. Ici, on a mis valence égale. C'est-à-dire que c'est l'équivalent ou bien? Non, la masse d'un équivalent. La masse de l'équivalent. C'est la masse de l'ion gramme qui est de 40. Par exemple, sur sa valence, vous avez la masse en équivalent. Maintenant, à partir de la masse en équivalent d'un ion, vous pouvez calculer, convertir les milligrammes par litre, les grammes par litre en équivalent ou bien en milligrammes par équivalent.
C'est pour ça qu'on vous a expliqué ça maintenant. Une fois que vous avez la masse de l'ion, vous avez l'équivalent gramme de la masse, vous pouvez automatiquement convertir. En appliquant la formule là, vous avez automatiquement retrouvé 3,25 grammes de l'ion égale à 142 milli-équivalents par litre de cet ion dans la solution. On vous dit par exemple, l'ion Na+ est à 3,25 grammes dans un volume V de l'eau. Si vous avez la masse équivalente de l'ion sodium, vous pouvez convertir les grammes en litres par litre en milligrammes, en milli-équivalent par litre, en utilisant la formule de la masse équivalente par atome. Maintenant, on parle de la force ionique. Je résume par rapport à la concentration équivalente. La concentration équivalente, cette concentration ne s'applique qu'aux ions. Si on vous donne une solution qui ne se dissocie pas, on vous demande, c'est un piège, si on vous demande de calculer la concentration équivalente, vous allez passer toutes vos journées, vous n'allez pas trouver ça parce qu'elle ne s'applique qu'aux ions. La concentration équivalente ne s'applique qu'aux ions. C'est compris? Par exemple, la concentration équivalente de l'urée, la concentration équivalente de glucose, c'est égal à 0, c'est des macromolécules. Il faut bien le noter. Concentration équivalente de l'urée, concentration équivalente du glucose égale à 0, c'est des macromolécules. Concentration CEQ, urée, c'est égal à CEQ, glucose égale à 0. Quand on vous présente une macromolécule et qu'on vous demande de calculer la concentration équivalente, ne perdez pas de temps. Mettez une concentration équivalente urée, concentration équivalente glucose égale à 0. Entre parenthèses, macromolécules, et vous continuez sur les autres concentrations. Vous allez voir un étudiant perdre tout le temps là à vouloir calculer la concentration équivalente des macromolécules. Donc, on vous a bien précisé que ces concentrations équivalentes pour les macromolécules, c'est égal à 0. Le Z, c'est la valence de l'ion, c'est-à-dire le nombre de charges portées par celui-ci. Donc, la valence de l'ion, c'est le nombre de charges portées par celui-ci. Et dans le cas d'espèce, quand on va vous demander de calculer ça, je ne voudrais pas cette valence-là. Ce que vous avez Cl- ou bien une ion qui a une valence négative, là, il ne faut pas diviser par moins. Et il faut dire que tout le temps, c'est positif. La masse d'un iongramme, en utilisant la valence de l'ion, la valence est toujours positive. Ne mettez pas moins. Donc, c'est des pressions. La valence de l'ion, c'est-à-dire le nombre de charges portées par celui-ci. Z est toujours positif. Il faut mettre Z positif. N'est-ce pas? Dans le cas du calcul en effet de la masse de l'iongramme. Et également, il faut toujours se rappeler, quand on vous demande de calculer la concentration équivalente, il faut toujours se rappeler qu'à tout instant dans une solution, il y a ce qu'on appelle la notion d'électroneutralité. La notion d'électroneutralité, c'est elle qu'on a expliquée ici. Cette électroneutralité, il faut se rappeler qu'il y a toujours au niveau d'une solution électronique, des solutions électrolytiques, qui a toujours la notion d'électroneutralité. Que la concentration des cations égale à la concentration des anions. Une fois que vous calculez la concentration des cations, si on vous demande de calculer la concentration totale de la solution, la concentration équivalente totale, ne vous mettez pas à calculer pour chaque ion Cl-, ion K-, KCl. Vous allez calculer la concentration équivalente des ions anioniques, extrapoler, dites concentration équivalente de la solution égale à concentration, ça et ça et ça. Donc, c'est 2 fois la concentration cationique, parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion d'électroneutralité. Donc, c'est des choses qu'il faut dès à présent comprendre et ne pas perdre du temps sur ça. Si on vous demande un calcul, tu donnes un exercice, on essaie de voir est-ce que l'étudiant a compris une solution constituée de saccharose, dans laquelle on a rajouté des sels, et on lui demande de calculer la concentration équivalente de saccharose. Il va perdre de là-bas du temps. On lui demande la concentration équivalente du sodium, il veut calculer la concentration équivalente de Cl-. Il se demande de sodium, parfois on donne juste la masse moléculaire du sodium, 23,3 grammes par litre. Et l'étudiant, une fois qu'il a calculé, on se dit qu'il
il a en tête la notion d'électroneutralité, il ne va pas se dire, attends, je vais essayer de chercher la masse moléculaire du chlore. Professeur, la masse moléculaire, on n'a pas donné ça dans l'énoncé. C'est parce que le cours, on vous a dit, il faut toujours se souvenir de la notion de l'électroneutralité des solutions électrolytiques. Concentration équivalente cation égale concentration équivalente anion. Concentration équivalente de la solution égale à concentration équivalente anion plus concentration équivalente cation. Donc ça, vous ne perdez même pas 2 minutes sur un exercice. Et là, les gens vont perdre 20 minutes, 15 minutes sur un exercice pareil. Donc, la force ionique maintenant. C'est quoi une force ionique? Maintenant, attends, avant que je ne dépasse tout ça, si vous avez quoi noter, après ça, je ne sais pas, je voulais donner cet exercice-là. Là, soit une solution, notez quelque part, soit une solution décimolaire, soit une solution décimolaire, soit une solution décimolaire. J'espère que vous avez de quoi noter. Je reste ici, je pense pour mettre donc dans le cours, juste en lisant vite fait, c'est une question de en moins de 5 minutes, au moins de 2 minutes, si on peut résoudre la concentration de la solution mère. Donc la solution mère, c'est la solution totale, n'est-ce pas? Mais je mets la solution totale. Okay. Allez, on continue. On revient sur le cours. Force ionique. Donc, force ionique mesure la concentration de la solution en ion. Elle permet de quantifier, elle quantifie les interactions entre ions solvants et ions-ions. Donc, cette force ionique, on l'utilise surtout en pratique quand nous, on fait l'électrophorèse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'électrophorèse, par exemple, de l'hémoglobine, l'électrophorèse des protéines. Pour faire migrer, en effet, ces protéines qui sont chargées, on applique la force ionique entre les deux pôles, la cathode et l'anode. Et en fonction de leur force ionique, les molécules vont se séparer.
Donc, ça, elle permet les interactions entre ions et solvants. On va agir sur le pH du milieu et ça nous permet en effet de séparer en effet les différents éléments chargés des différentes molécules chargées. Donc, par exemple, au cours de la drépanocytose, je pense que vous avez une fois entendu parler. Donc, il y a les différentes fractions de l'hémoglobine normale, l'hémoglobine à fraction A, à fraction S, la fraction C, il y a différentes fractions. Donc, en fonction de la migration, on peut automatiquement appliquer la force ionique, ce qui permet de créer une différence de migration grâce à cette force ionique. I, c'est la force ionique de la solution en mol par litre. CI, c'est la concentration molaire de l'ion I en mol par litre. Vous avez vu, concentration molaire de l'ion I. Par exemple, l'ion sodium, c'est la concentration molaire en mol par litre. ZI, c'est la charge électronique de l'ion I, sans dimension. ZI, c'est la charge électronique de l'ion. Si la charge électronique, c'est 1, quand le cas du sodium, Na+, charge électronique de l'ion sodium, c'est 1, donc c'est Z1 au carré. Exemple de calcul de force ionique. Calculer la force ionique d'une solution de 1 litre de chlorure de sodium, NaCl à 0,2 molaire. 0,02 molaire. 0,2. Je ne vais pas revenir sur les grandes unités. C'est sûr que vous avez déjà vu ces grandes unités-là en chimie. En chimie avec les profs. La concentration molaire, mol par litre, n'est-ce pas? NaCl égale à 0,02 molaire. Calculer la force ionique d'une solution de 1 litre de chlorure de sodium, NaCl. Donc, une solution de chlorure de sodium, NaCl dans de l'eau va donner du Na+ et du Cl-. Donc, on vous donne, ce qu'on vous a donné, c'est la concentration molaire de la solution de NaCl. Donc, la concentration molaire de Na est à combien? La concentration molaire de Cl est à combien? C'est ce que l'étudiant doit, dans un premier temps, savoir. Et à partir de là, il va calculer ce qu'on appelle la force ionique d'une solution. Comme je vous le disais, si vous voulez séparer des molécules, on peut, dans un premier temps, créer une solution. Par exemple, la solution de Tris. On a la force ionique de la solution de Tris. Et à partir de cette force ionique de la solution de Tris, on peut facilement faire notre gamme de séparation. On applique la formule de calcul de la force ionique. L'ion, on a vu, la concentration. L'étudiant qui connaît bien son cours, c'est que la concentration molaire de la solution totale a été c'est égale à la concentration. Si on est dans le cas des ions monovalents. Vous avez la concentration molaire de la solution égale à la concentration molaire des ions. Donc, concentration molaire du Na+ égale 0,02 molaire. La concentration molaire du Cl-. Vous voyez, parfois, si vous lisez bien le cours, on vous donne un exercice, vous ne faites pas 3 minutes sur l'exercice parce que vous n'êtes pas là en train de calculer. Donc, si l'étudiant qui n'avait pas lu sur la concentration molaire pour les ions monovalents, il a des problèmes. Il va se mettre à calculer. Donc là, vous avez un ion, une soluté monovalent, cas de soluté électrolyte fort monovalent. Concentration molaire solitaire égale concentration molaire de chaque ion. Donc concentration NaCl, concentration égale concentration Na+ égale la concentration N-. Chaque ion est représenté selon la même concentration dans la solution. Et l'étudiant a ça et il va vite. Donc, automatiquement, il calcule. Et ce qui fait que, si on lui demande maintenant, il applique la formule. Allez, vite fait, il calcule. Et il se retrouve avec une concentration équivalente qui est égale à 0,2 parce qu'on vous a demandé concentration de chlorure de sodium NaCl à 0,2 molaire. Tranquillement, vous allez reprendre l'exercice sans vous presser. Exemple de QCM. Donc, on considère une solution contenant des ions à la concentration Na+ égale 30 mmol par litre, sodium, potassium 5 mmol par litre, le calcium 2,5 mmol par litre, le magnésium 1,5 mmol par litre. On vous dit que la concentration pondérale en solution en sodium est de 3,45 grammes par litre. Donc, on vous dit la molarité en magnésium est de 3,5. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Vous pouvez revenir sur la diapositive.
Non, je ne reviens pas sur l'exercice corrigé. Tranquillement à la maison, vous répétez juste les formules. Vous allez vous rendre compte. S'il y a un piège, vous voyez où se trouve le piège. Et pas revenir. Donc, je vous ai déjà donné la solution. Tranquillement, vous revenez sur la formule. Vous lisez tout ce que je viens de dire sur monovalent, bivalent, ainsi de suite, et vous appliquez. Vous allez voir, facilement, vous allez vous retrouver. Et là, à partir de là, vous n'aurez plus besoin vous n'aurez pas de soucis sur ce type d'exercice. Là également, je vous donne, je pense que j'ai déjà fait la résolution. Non, là c'est bon. Ça, on le corrigera quand on va faire le TD. Vous avez compris? Mais également, entraînez-vous parce que c'est une solution contenant des ions. Donc, on vous a donné une solution mixte qui contient des ions sodium, des ions potassium, des ions de calcium, des ions magnésium. Vous avez vu? Mais quand vous regardez, vous n'avez que des cations, il n'y a pas d'anion. C'est bon. Maintenant, on vous dit la concentration équivalente en calcium. La concentration équivalente de la solution. Vous avez vu? La fraction molaire en potassium est 2. Donc, la fraction molaire, on l'avait déjà vu en fonction du solvant. Ils ont le même solvant, mais les ions sont représentés par chaque ion à sa concentration molaire. Donc, il faudra que vous déterminez d'abord la fraction molaire de chaque ion. Donc, il suffit juste de revoir le cours, vous appliquez, ça c'est un très bon exemple d'exercice. Comme ça, par exemple, ici, l'étudiant qui comprend, il y a beaucoup de notions de définition dans ce diapositive-là. Il suffit juste de bien comprendre les définitions. Vous n'avez pas besoin de bien calculer. Il suffit il y a des réponses où vous ne calculez même pas. Vous lisez, vous savez ce qui est logique et ce qui n'est pas logique dans cette notion-là. Et la question qui est logique, c'est elle seulement que vous allez essayer de vérifier et votre calcul. Mais sinon, vous allez vous mettre à calculer A, calculer B, calculer C, calculer D et E. Et vous n'aurez plus de temps, les gars. Il faut juste regarder dans un premier en fonction de l'énergie et le prérequis que vous avez du cours. Vous dites ça ne peut pas être, ça ne peut pas être, ça peut. Donc, il y a seulement cette question A qui est conforme à ce qu'on nous a dit dans le cours et je calcule pour vérifier est-ce que c'est la même chose. Si ce n'est pas la même chose, je dis qu'il n'y a pas de question, pas de bonne réponse. Coefficient de dissociation. Cette théorie a été émise par ce qu'on appelle un chimiste suédois du nom de Arrhenius. Il disait que certaines substances se dissocient en solution sous forme d'ions, n'est-ce pas? Et ce qui nous a permis, ce qui permet aux autres de classer les ions en électrodes forts et en électrodes faibles. Vous prenez par exemple cette substance, comme la substance de NaCl, elle se dissocie dans une solution pour donner des Na+ et du Cl-. Elle est considérée comme un électrode fort. De même que pour l'acide chlorhydrique HCl, en présence de l'eau, ça donne le l'ion H3O+ et l'ion Cl-. Deux molécules d'eau peuvent se combiner pour donner H3O+ et du O, c'est des électrodes forts. Mais quand vous prenez par exemple cet acide, l'acide méthanolique, dans le lot, donne l'ion H3 au point, l'ion H3+, mais également, il y a l'ion CH3COCO-. Mais c'est un électrolyte faible, il s'est dissocié faiblement. Donc, le coefficient de dissociation permet de caractériser le type d'électrolyte. Ça veut dire qu'en calculant le coefficient de dissociation, on pourra dire qu'il s'agit d'un électrolyte fort ou un électrolyte faible. Et ce coefficient de dissociation est appelé alpha. Alpha, nombre de solutés dissociées sur le nombre de solutés introduits. Alpha, c'est le nombre de N dissociés sur N, ce qui fait que c'est C dissocié sur C. On le note comme ça. Mais se retenez juste, c'est le nombre de solutés dissociées sur le nombre de solutés introduits. Si alpha égale à 0, soluté est non dissocié. C'est l'exemple de l'urée et du glucose. Vous introduisez du glucose, il ne se dissocie pas, il ne donne pas d'ion. C'est pour ça qu'on se dit qu'il ne se dissocie pas. Une molécule qui se dissocie donne un ion. Vous mettez l'urée, il ne se dissocie pas. Comprenez, dissocier, c'est comme si vous mettez une pierre dans de l'eau. Vous ne voyez pas une dissociation. C'est différent de se dissoudre. Dissoudre, par exemple, le glucose se dissout. Il se dissout dans l'eau, mais il ne se dissocie pas dans l'eau. Je me répète, le glucose, vous prenez votre molécule de saccharose, vous la mettez dans l'eau, elle se dissout. Elle se dissout dans l'eau, mais elle ne se dissocie pas. Quand elle se dissocie, elle donne un ion.
elle se dissout, elle peut se répartir de façon homogène dans la solution, en différentes fractions, en présent molécule, mais elle ne se dissout pas pour donner un ion. Et vous prenez du NaCl dans l'eau, elle se dissout, mais également elle se dissocie. Carrément, elle donne des ions. Mais une fois que vous aurez atteint le niveau de saturation, par exemple, vous avez pour un volume de 1 ml de 100 grammes. Par exemple, si vous dépassez les 150 grammes, vous pouvez rajouter des sels. Vous verrez que le sel ne se dissocie pas, ne se dissocie plus. Et c'est pour ça que vous allez voir des sels se déposer à l'intérieur. Donc, parce que vous avez dépassé ce qu'on a fait, la capacité du solvant à dissocier votre molécule. Alpha égale à 1. Solution totalement dissociée. Par exemple, si on donne à un étudiant un électrolyte fort, une base forte, un acide fort, parce qu'on se dit qu'il a déjà une notion en chimie, on n'a pas besoin de revenir. ACL, acide fort, KCl, par exemple, une base, un électrolyte fort, on te donne un autre acide fort, une base forte. Mais vous n'avez pas besoin NaOH. Vous n'avez pas besoin de chercher l'alpha. Alpha égale 1 pour ce qu'on vous a dit dans le cours. Solitude totalement dissociée, c'est les acides, les bases fortes, les électrolytes. Acide fort, base forte, électrolyte. Quand vous avez ça, vous n'avez pas besoin de rechercher alpha. Allez-y directement au but. Vous avez alpha égale 1 et vous partez. Même si on ne vous le dit pas dans le texte, parce qu'on se dit qu'il y a déjà des notions concernant, en effet, les notions d'électrolyte fort et de base forte. Il fait quelle heure dans tout ça? Donc, si le alpha est compris entre 0 et 1, on a des solutions partiellement dissociées. Le cas des acides et des bases faibles. C'est l'exemple, par exemple, de l'acide méthanolique que nous avons donné. Donc, alpha compris entre 0 et 1. Si on vous donne alpha 0,5, alpha 0,6, alpha 0,9, alpha 0,3, vous avez vu ici, on a ouvert, intervalle ouvert. Ça veut dire que vous n'avez pas 1. Donc, alpha inférieur à 1. Quand alpha est inférieur à 1, compris de 0 jusqu'à inférieur à 1, si vous avez une solution alpha 0,9, ça ne veut pas dire c'est égal à 1. Vous avez ce qu'on appelle, c'est un électrolyte faible, ou bien c'est une base faible, ou bien c'est un acide faible. Donc, vous avez une solution qui est dite partielle. Donc, là, le solution ne s'est pas complètement dissocié en donnant des ions. La constante de dissociation. Dissociation partage réversible entre deux ou plusieurs espèces chimiques qui peuvent être ionisées. Donc, dissociation, partage réversible. Réversible, ça peut donner la molécule NaCl. En eau, elle peut donner Na plus Cl-. En un moment, elle peut donner, on peut retrouver NaCl dans la solution. C'est pour ça qu'on vous a dit dans le cours, plus on agit sur la dilution, plus on crée des liaisons, n'est-ce pas, hydrogène, qui vont empêcher les molécules de se retrouver. N'est-ce pas? On l'a déjà dit, on a dit que ces liaisons hydrogènes sont 20 fois sont supérieures aux liaisons de Van der Waals. C'est pour ça que la dilution a un effet sur, en effet, la stabilité des solutions, mais également pour éviter le cas de réversibilité. Vous créez une solution de NaCl, demain vous revenez, vous trouvez que votre solution a cristallisé. Ça veut dire quoi? Là, il y a eu ce qu'on appelle une réaction réversible. Donc, si vous avez des dissociations partage irréversibles, ça veut dire que quand une fois qu'il y a une dissociation, les molécules ne peuvent plus se remettre ensemble. Mais là, on vous dit que la dissociation constitue un partage réversible en deux ou plusieurs espèces chimiques qui peuvent être ionisées à leur tour. Le processus est généralement indiqué par l'équilibre de dissociation. La relation d'Ostwald établit l'interdépendance entre la constante d'ionisation et le coefficient d'ionisation alpha et la concentration totale de l'électrolyte dans la solution. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation d'Ostwald. Elle établit une interdépendance. C'est-à-dire que pour une réaction donnée, le coefficient d'ionisation, le coefficient de dissociation et la constante d'ionisation participent en effet à la dissociation réversible des molécules dans la solution. Donc, on va voir c'est quoi la relation d'Ostwald. Soit la dissociation d'une molécule ou bien d'une substance, MX, qui donne en solution M plus X moins, avec la constante de dissociation sera calculée en établissant, c'est la concentration
de l'ion 1 plus multiplié par la concentration de l'ion X moins sur la concentration de la molécule. Donc, on a, dans le cas d'un acide faiblement dissocié, la concentration de M plus égale à la concentration de X moins, ce qui donne la concentration de dissociation. Alpha, concentration de dissociation égale alpha C. Et là, ce qu'on vous demande, cette démonstration-là, vraiment, il faut la mettre à côté. Il faut juste venir sur la constante de dissociation, c'est alpha au carré C sur 1 moins alpha. C'est pourtant, on vous dit, la relation établie est interdépendance entre la constante d'ionisation K, le coefficient d'ionisation alpha et la constante tout entière. Maintenant, l'étudiant en deuxième année, en QCM, ce qu'on attend de lui, c'est de comprendre ce qu'est la constante de dissociation. Si on vous dit que la constante de dissociation varie dans le même sens que alpha, ça veut dire quoi? Selon vous, c'est quoi? La constante de dissociation varie dans le même sens que alpha. La constante de dissociation varie dans le même sens que le coefficient de dissociation. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire si alpha quand alpha augmente ou diminue, c'est fait la même chose qu'alpha. Donc, ça veut dire si alpha, le coefficient de dissociation, si alpha augmente, n'est-ce pas? La concentration, la constante augmente, c'est-à-dire la dissociation augmente. Plus vous allez vers alpha égale à 1, plus le coefficient de dissociation augmente. C'est pour ça que là, vous avez vu en conclusion, on vous a l'addition augmente la dissociation. Quand vous diluez, vous augmentez le nombre de molécules dissociées. Maintenant, en rajoutant, regardez, quand on rajoute la concentration également, n'est-ce pas? Parfois, on peut entraîner l'augmentation de la constante de dissociation. C'est ce qu'on demande aux étudiants de comprendre, les relations. C'est pour ça qu'on vous dit donc, alpha varie comme K sur C. Et c'est plus la concentration est grande, plus alpha est faible. C'est vrai? La réduction augmente la dissociation. En QCM de grâce, si on vous pose la constante de dissociation varie dans le même sens que alpha, si alpha diminue, K diminue. Certains vont dire, oui, c'est faux. On vous dira quand K augmente, alpha, si K est augmenté, ça veut dire que alpha a diminué. C'est faux. Si K augmente, c'est alpha a augmenté. Parce que vous l'avez dit dans la relation d'Oswald. Donc, ça, c'est la fin du cours. Donc, on a fait l'introduction de tout ce qui est ion, de concentration, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce prochain cours, on va attaquer le compartiment. Je vais vous laisser digérer ça pendant les fêtes. Juste au retour des fêtes, nous allons commencer à faire le pH des solutions. Comment maintenant vous pourrez calculer en fonction de chaque compartiment la répartition. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les lois de diffusion, la loi de Fick. On va revenir sur les différents compartiments. L'osmose, on va revenir sur le calcul de l'ébullition, le calcul en effet également les constantes crystoscopiques. C'est-à-dire que quand vous avez un abaissement de la température, qu'est-ce qui se fait, comment ça se reflète au niveau du compartiment extracellulaire. Vous pouvez voyager, vous êtes à plus 4 degrés, un Sénégalais qui quitte ici à 30 degrés et se retrouve en France à plus 4 ou à moins 0, à 0. Comment, sur le plan concentration, vous pouvez comprendre l'augmentation ou la diminution de la température brutalement, comment elle peut impacter. Ou bien nous, au laboratoire, en tant que médecin, parfois on peut vous appeler, vous demander à ce que, est-ce que cet échantillon-là, on peut reprendre cette analyse-là pour ce malade-là. Si vous ne nous avez pas dit au préalable que vous voulez faire ce type d'analyse, le prélèvement n'a pas été conservé au froid. Parfois, on vous dit non, on ne peut pas. Et si le médecin, lui, ne comprend pas, il va se dire, ah, ce biologiste-là, vraiment, quand je lui demande de reprendre cette analyse-là, il refuse. Or que nous, on sait que l'abaissement de la température ou bien l'élévation de la température peut impacter fortement sur la concentration des différentes protéines. Là, parfois, on refuse et on demande à ce que le malade soit prélevé. Au cas où, maintenant, vous, à partir de ces cours, quand vous allez faire des trucs, parfois, vous pouvez quand penser à ce constant d'abaissement. Ah, ça, je l'avais appris en biophysique.
Donc, il faut que je prévienne le biophysicien ou bien le biologiste pour lui dire, mais écoute, pour ce malade-là, je suspecte autre chose et j'aimerais faire telle petite analyse. Est-ce que tu peux conserver, est-ce que vous pouvez conserver l'échantillon pour moi? Lui, à partir de là, il sera dans quelles conditions mettre le. Vous savez, on peut conserver à plus 4, on peut conserver à moins 20, on peut conserver à moins 80 et on peut conserver à l'azoxyde jusqu'à moins 180. Donc, tout ça existe. C'est pour ça que vous êtes obligé de voir ces cours et de comprendre comment, dans un futur proche, quand vous allez demander un examen d'analyse, il faut préciser, si toutefois vous pensez à une autre pathologie, donner l'indication au biologiste pour qu'il arrive à conserver de façon optimum, en effet, l'échantillon, pour ne pas, en effet, être amené à piquer à nouveau le malade, parce que c'est très désagréable pour les malades. Donc, vous avez un exercice, vous allez vous entraîner pendant les vacances, il ne faut pas dormir sur ces cours. Les cours qui ont fort pouvoir quand on fait des QCM, sur lesquels on revient le plus souvent également. Donc, vous avez des exemples titrés dans le cours et 2 exercices proposés. Un exercice que vous aurez pendant les vacances qui vont consulter des TD, un TD à résoudre, n'est-ce pas? Vous allez bien vous entraîner avec ça. Revenir sur cet exercice également pour bien le comprendre. C'est pour ça que j'ai préféré mettre quelques exercices à l'intérieur. Et je verrai comment envoyer à temps réel à votre responsable, en effet, les autres compléments de TD. Je vais essayer de trouver 4-5 exercices que je vous enverrai pour que vous vous entraînez pendant le retour. On résout les TD de ces chapitres que nous avons eu à faire et puis on attaque les autres chapitres. Si ça vous va, je pense que c'est quelque chose qu'on peut valider ensemble. Est-ce que ça vous va? Allô? Allô? Oui, d'accord. Bella? Non, je vous envoie un TD. Je veux vous envoyer le TD. Je vous envoie le TD pendant ces 2 exercices-là. Vous allez les rajouter dans le TD. Vous ajoutez dans le TD. Et après, on fera TD radiobiologie, radioprotection, TD des solutions. Donc, les 23 grands chapitres. Au retour, on corrige. La première semaine des retours de vacances, on fait le TD et on accélère sur les autres chapitres. Parce que je veux finir très vite pour vous laisser la main au professeur Bachili pour qu'il fasse l'imagerie, l'échographie que vous n'avez pas vue l'année passée et ce qu'on appelle la biophysique en quelque sorte l'activité physique, n'est-ce pas? Tout ce qui va dans le sens de l'ECG et l'échographie. Donc, quand il vous fait ça, c'est bon, on aura clôturé. Donc, on aura un cours sur le pH, donc c'est ce qui va me rester, et sur la calcul les pressions osmotiques. Et ça, c'est des cours on peut faire ça en un seul cours, un cours de 3 heures de temps, donc on aura fini. Je laisse la main au professeur Bachili, il vous fera l'ECG et l'échographie. On aura terminé le chapitre de biophysique. Donc, ce fait qu'il faut que je vous propose un TD. Juste au retour des fêtes, un TD, au retour des fêtes, qu'on arrive à le corriger. Je vais le faire tout de suite. Je pense que je vais essayer de le faire en ligne avec vous. Vous voyez que je vous ai envoyé pour ne pas avoir des cours à vous envoyer. Il va me rester juste donc là. Bella, toi, est-ce que j'avais. C'est Bella, non? Ton mail. Eh bien. Comme ça? Eh bien, 56, oui. Oui. C'est bien? Oui. Heureusement, bien. Ah, c'est ça. Cours 2, 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2. 3, 4. 2.
Oui, c'est ce que j'ai mis cours 2-4. Le cours à 2-4. Bonne réception. Donc ça, c'est le cours solution. Le cours 2, cours 3. Ouvrir. Ah, quoi c'est là? Ou bien j'envoie par le coup.